Daniel Simoni, bonjour. Bonjour. Merci infiniment de nous accueillir chez vous pour cet entretien des Assises du corps transformé, avec pour thème créateur, spectateur, rencontre de deux failles, que j'ai intitulé comme ça d'après vos écrits. Vous avez publié deux superbes livres sur l'art contemporain, Création, qui est un essai d'art contemporain paru je crois en 2005, et Fantasme d'artiste, qui est paru et qui a été publié lui en 2014, où à travers l'analyse d'un grand nombre d'œuvres d'artistes actuels, Rothko, Chagall, Garouste, Bourgeois, Buren, enfin, et tant d'autres, vous analysez ce qu'est la part d'existence du créateur dans l'émergence de son œuvre. Et il ressort de votre analyse que la création de l'artiste rencontre une attente du spectateur, et vous parlez de rencontre de deux fantasmes, rencontre de deux failles, artiste et regardeur, dites-vous. Alors en préambule, j'aimerais bien que vous nous définissiez le terme de fantasme, qui va peut-être revenir plusieurs fois dans notre entretien, et qu'ensuite vous précisiez exactement ce que sont ces deux fantasmes, ces deux failles, celle de l'artiste et celle du regardeur. Vous savez, fantasme est un mot qui est galvaudé, et déjà par la psychanalyse, mais qui est passé dans la soupière culturelle. Et on dit, il fantasme sur elle, j'ai fantasmé que... En réalité, fantasme, c'est une certaine vision de la réalité, qui est parfois tellement loin de la réalité qu'on peut dire qu'elle crée la réalité dont elle serait la vision, pour être à l'aise. Donc tout le monde a des fantasmes au sens des visions bizarres de la réalité qui peuvent tourner à la rêverie, et à la fantaisie, à des récits un peu fous. Mais ce qui compte du point de vue de la création, c'est qu'un artiste, ici c'est des plasticiens, mais j'ai écrit un livre sur Shakespeare, un livre sur la danse contemporaine, un créateur, c'est quelqu'un qui prend au sérieux sa vision et qui veut créer toutes les conditions matérielles pour la faire exister, parce que c'est elle qui le fait exister, parce que c'est avec cette création qu'il peut encore tenir. Donc il crée quelque chose qui exprime sa façon de tenir au monde et de se tenir dans le monde, mais ça l'aide à tenir. Et je pense que les spectateurs qui vont voir ça, ils vont bien sûr pour le plaisir, ils vont pourvoir quand c'est des tableaux. Tiens, ils vont se pourvoir en création. Ils vont se respirer de ce moment privilégié, unique, où un créateur a pu produire quelque chose qui exprime, en effet, je dis sa faille, mais il ne faut pas l'entendre négativement. Sa faille, c'est l'ouverture que lui laisse son narcissisme, qui sinon serait complet, fermé. C'est la cassure que lui laisse son identité pour regarder au dehors vers l'impossible à identifier, vers l'infini. Parce qu'une identité, c'est quand même identifiable, c'est fait pour ça, et c'est plutôt fini. Et donc, un artiste, il nous témoigne de ce que ces ouvertures d'identité, forcément habitées de toutes sortes de fantasmes qui sont un peu des excitants ou qui sont des obsessions. Un artiste, je ne sais pas, il a forcément le fantasme, mais ça n'est presque plus un fantasme, la certitude qu'il va rencontrer l'image originelle, qu'il va rencontrer la femme, si c'est la femme qu'il peint. Picasso, il s'explique avec la femme à tour de tableau, et on sent
il a quelque chose d'insoluble à régler et qui forcément parle au spectateur, et même si elle ne lui parle pas au niveau de la signification, elle lui parle au niveau de la présence. Et les gens vont voir ça parce qu'ils ont déjà un manque, une faille qui est comme une fenêtre ouverte sur l'abîme, et ils voudraient bien voir. Et ils vont voir les tableaux pour avoir vue sur l'infini. Et pour être en contact avec la création. Évidemment. Avec le commencement. Et évidemment, ils veulent aller célébrer le rituel où un artiste leur apporte des nouvelles de la création. Et les nouvelles de la création, c'est des nouvelles de son ancrage dans l'origine, dans l'être. Finalement, dans le fantasme, il y a un mélange d'imaginaire et d'inconscient, et une certitude pour l'artiste d'avoir une vision du monde qui est cachée aux autres et qu'il a envie de leur révéler. Alors ça me rappelle cet écrit que vous citez dans votre livre, dans Fantasme d'artiste, Mark Rothko, qui dit dans le manifeste de l'expressionnisme abstrait, « Pour nous, l'art est une aventure qui nous entraîne dans un monde inconnu, à voir le monde d'une autre façon, et notre tâche d'artiste consiste à amener les hommes à voir le monde comme nous le voyons, et non comme eux le voient. » Ça résume exactement ce que vous venez de dire. Mais ça m'ouvre parce que dans votre livre, vous continuez sur le travail de Pierre Soulages, peintre remarquable, vivant à Sète, à côté de chez nous, à Montpellier. Est-ce que vous pouvez nous dire l'essence du travail de Pierre Soulages? Je ne sais pas si, je pense pas avoir fait un texte sur Soulages, mais j'en ai parlé un peu tout au long du livre. Et ben voilà, un magnifique fantasme, et au sens de quelqu'un qui part à la recherche de la lumière dans le noir. Bon, donc c'est comme quelqu'un qui part dans le cosmos, là, complètement dans le vide, dans le noir, et il veut guetter, faire se produire des moments lumineux. Et c'est pas un hasard si ça rejoint un fantasme, mais fondateur dans un livre que j'aime beaucoup, évidemment, c'est la Bible où j'ai grandi, puisque au commencement, d'abord le texte dit « avec le commencement, le monde s'est créé ». Donc avec l'idée de commencement, commencer, c'est la signature de la création, en même temps que ça commence. Et donc au commencement, il y avait les ténèbres, et puis il y a une parole divine, celle de l'artiste, qui dit « soit la lumière », ça veut dire qui appelle la lumière. C'est exactement, je ne sais pas si lui serait d'accord pour dire, vous savez, vous avez illustré les 3 premières lignes de la Genèse, mais qu'il le sache ou pas n'a aucune importance. Moi j'aimerais mieux qu'il ne le sache pas. Et voilà, c'est un fantasme, c'est pas au sens, il s'est imaginé qu'il a été porté par cette énergie pour aller voir où les ténèbres font poindre la lumière, font place à la lumière, et comment cette lumière elle-même peut non seulement éclairer les ténèbres, non seulement s'éclairer elle-même, exister par elle-même, mais elle-même être entachée de ténèbres. Comment peut être une lumière noire, obscure? Donc il a voyagé dans ce que j'appelle un entre-deux, ombre et lumière, qui est immense. La photographie, le sens de la photographie, c'est de faire le voyage entre l'ombre, c'est de tricoter des images avec l'ombre et la lumière. La lumière décomposée, ça donne des couleurs, donc ça donne la photocouleur, etc. Et aujourd'hui, la photo, mais c'est un monde. Alors, si on regarde un petit peu l'artiste, dans vos ouvrages, vous dites bien que l'artiste est porteur d'une cassure interne, identitaire, existentielle, et que c'est à partir de là qu'il va essayer, ce que l'on pourrait appeler une faille ontologique, de surmonter ça en créant, et que c'est de là que naît l'œuvre, là où d'autres en auraient rien fait du tout, et où d'autres seraient tombés dans la névrose. Alors, est-ce que l'art est une thérapie? Je vais relire un passage que donne à lire Sigmund Freud, et que vous
rapporté dans votre livre, si la personne en relation hostile avec la réalité possède le don artistique, elle peut transposer ses fantaisies en création artistique et non en symptômes. Elle échappera ainsi au destin de la névrose et rejoindra par cette voie détournée la relation à la réalité. Donc, est-ce que la création est une thérapie ? Freud parle de quelqu'un qui a un rapport négatif, destructeur à la réalité et qui a le don artistique. Ça fait deux conditions. Et donc, les artistes, c'est encore autre chose. Ils n'ont pas forcément un rapport destructeur à la réalité, encore qu'ils ont l'idée souvent de détruire des visions qui les ont suffoqués, qui les ont empêchés. Des notions de manque. Très bien, mais ils ont surtout ce que j'ai appelé cette faille, c'est-à-dire cette fente, cette ouverture, cette lumière au centre de Soulages et dans le noir qui les pousse à voir et à exprimer, à réaliser cette vision. Et ça, c'est thérapeutique. Chez eux, on peut dire plutôt que s'ils ne le faisaient pas, ils iraient mal. Oui. Ça ne veut pas dire qu'en le faisant, ils vont bien. S'ils ne le faisaient pas, ils iraient très mal. Et cette vision, ils essayent de la réaliser et les artistes ne peuvent pas faire autrement. Et c'est tant mieux, tout comme l'écrivain, c'est quelqu'un qui ne peut pas faire autrement qu'écrire. Et la réussite se juge au fait que ce qu'il a produit, eh bien, ça éblouit des gens, ça leur donne le sentiment de la beauté dont j'explique dans ce livre que c'est une somatisation de l'amour. Ça veut dire en fait les artistes réalisent ce qu'ils aiment et ils lui donnent corps. Et quand on voit ce qu'ils aiment, il y a une contagion de l'amour au sens où non seulement on aime ça, mais ça nous donne le sentiment que l'amour peut prendre corps. Et l'artiste, c'est celui qui sait comment le dire, qui en a les moyens, qui crée le langage comme ça, de toutes pièces, pour dire cette chose-là, et aux autres de déchiffrer son langage, d'apprendre sa langue. Et le spectateur, parce que Freud, je vais rapporter une phrase que vous citez de lui, n'est pas très, très amène avec le spectateur. Il dit « La douce narcose dans laquelle nous plonge l'art ne fait pas plus que de nous soustraire fugitivement aux nécessités de la vie. » Même Freud, en disant ça, il veut dire, je pense, que ça ne va pas nous soigner. Oui. Voilà. Que l'œuvre d'art ne va pas vous soigner. Qu'un roman ne va pas vous soigner. Donc, et avec ça, je suis d'accord dans ses limites. Mais je constate aussi que beaucoup de gens ont besoin de l'art, mais pas comme d'un narcotique, pas comme d'une cautérisation de leur plaie, mais au contraire comme une remise en confiance. Ça leur redonne confiance dans leur existence, parce que, vous savez, pour moi, il y a peut-être même l'équivalent d'une sacralité. Avant, on allait mal, on allait au temple, on obtenait une bénédiction, etc. Aujourd'hui, on va en psychothérapie, en psychanalyse, ça fait beaucoup de bien. Et on va aussi voir de l'art parce que on reçoit comme une, pas bénédiction, mais on reçoit comme une espèce d'adoubement. Vas-y, tu peux non pas créer, ça c'est de la démagogie, mais tu peux envisager ton existence comme pas encore finie, pas encore terminée. D'ailleurs, dans vos écrits, vous dites que ça procure au spectateur une étincelle qui ébranle son identité, ses valeurs, qui le remet un petit peu en branle et qui lui permet de réfléchir et d'avancer. Donc, c'est plus qu'une narcose. Écoutez, dans ce livre, j'analyse des œuvres que beaucoup de gens ont vues, qui sont les Monumenta au Grand Palais.
Ben, une œuvre comme celle de Serra, où il vous plante simplement trois blocs énormes, 3 lames d'acier de 75 tonnes à une certaine distance les unes des autres, et c'est tout. Et ça s'appelle promenade. Et vous vous promenez, et ce que vous voyez, notamment votre façon de voir ces lames, qui sont identiques, moi, ça m'a donné de la jubilation, et je l'exprime dans ce livre. Parce que, avec tout le bavardage sur l'identité, là, vous aviez une identité qui est posée et qui change du tout au tout d'après le point de vue de votre identité, à vous. Et donc, c'est une rencontre entre deux identités, et c'est dit en termes avec douceur, de façon implacable. Donc, il a planté les choses d'une certaine façon que ce que vous voyez, c'est les contorsions d'une identité comme vous ne les verrez jamais dans la vie. Dans la vie, vous vous direz, ce type, il a honte de son identité, ou ce type essaye de tricher. Vous diriez des tas de choses. Et là, c'est dit d'une manière performative, c'est une performance. Et en fait, c'est une métaphore de ce que l'on vit tous les jours. En fonction du point de vue que l'on adopte pour voir quelque chose ou quelqu'un, on aura des perceptions totalement différentes. Mais c'est justement, je crois que c'est plus qu'une métaphore, c'est une mise en acte. Oui. Il dit, c'est ça. Et il dit même pas, c'est une identité, ça c'est moi qui le dis. Et il dit, voilà, promenade, promenez-vous, c'est tout. Et tu verras bien. Et l'autre, comment il s'appelle, l'Indien Anish Kapoor, qui a fait cette espèce de forme géante et ronde, un peu utérine, où les gens entrent par une sorte d'anus et se retrouvent dans une atmosphère utérine. Bien sûr, on peut dire c'est le fantasme des origines, etc. Mais c'est plus que ça. C'est une mise en acte du rapport des gens à l'origine. Et voilà, ça les questionne, ça leur dit voilà, où vous en êtes de ça. Et puis voilà. Je pense qu'un spectateur qui vous dit cette œuvre me parle, c'est qu'il a trouvé moyen de lui parler, lui. Ça veut dire que lui a trouvé des choses à dire à cet interlocuteur et qu'il y a de la conversation, pas forcément que du récit, il y a un contact, ça a percuté. Voilà. En tout cas, Daniel Simoni, merci beaucoup pour cet entretien, merci pour le temps que vous nous avez accordé. Merci. Et à très bientôt, j'espère. À bientôt.